Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci d'être là au cours de cette table ronde. Merci à tous les participants que je vais présenter dans quelques minutes. Donc, je suis Franck Espalivet, expert en numérique responsable de la société Ethignum. Et bon, il y a déjà plein de sujets et de contextes qui ont déjà été donnés. Alors, juste rappeler quand même que, comme on va parler de boucles locales et de filières de reconditionnement, c'est vrai, les enjeux socio-environnementaux sont là. Les enjeux sociaux, oui, vous ouvrez le robinet, l'eau coule, vous appuyez sur l'interrupteur, la lumière s'allume, vous allumez un équipement numérique, vous avez le réseau, quoi. Et ça, aujourd'hui, nos sociétés fonctionnent avec ça. Elles ne savent pas fonctionner autrement. Donc, il y a une vraie question sur comment tout le monde peut avoir accès à tout ça, à l'eau, l'électricité, et maintenant, je cite le numérique, puisque sinon, ça ne fonctionne pas. Donc, il y a un gros enjeu social, parce que c'est pas simple, le numérique, ça coûte cher, et donc, il y a des enjeux à ce niveau-là. Après, sur les enjeux environnementaux, on l'a rappelé, le secteur du numérique est le seul secteur qui n'a pas compris qu'il y avait une problématique environnementale, puisqu'il prévoit d'augmenter et de doubler d'ici quelques années, alors qu'il faudrait réduire de 5 à 6% tous les ans. Dixit, l'accord de Paris. Donc, on va croiser les skis, quoi. Il va y avoir un problème. C'est une réalité, il ne faut pas l'oublier. Et puis, il y a un autre aspect, c'est l'aspect ressources. Un smartphone, c'est 50 minéraux. Tout ça, ça passe bien loin de chez nous. Mais une mine, ça pollue. Une mine, c'est compliqué. Et donc, à un moment donné, il y a des aspects géopolitiques. Est-ce qu'on aura toujours ces ressources et ainsi de suite. Donc, et ça, aujourd'hui, on se pose zéro question. Et donc, comment on fait? Parce que là aussi, on va arriver à certains moments des problématiques. Donc, il est certain qu'il faut s'intéresser à ces sujets-là. Il est certain qu'il faut réfléchir à nos usages. Il faut réfléchir à comment on fait aussi bien, voire mieux avec moins, certainement. Donc, des enjeux de sobriété. Donc, questionner nos usages. Aujourd'hui, on se pose, encore une fois, zéro question. C'est dispo, c'est pas cher, on y va. Et j'en change sans arrêt. Donc, bon, là aussi, il a été rappelé les aspects liés au matériel. C'est la valse. On y va. Donc, avoir ici, vous avez dans la salle, déjà, tout le matériel numérique et électronique qui est autour de nous. C'est là, c'est dispo, et on y va. Donc, il y a un problème aussi, à ce niveau-là, potentiel. Si on veut continuer sur la même lancée. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui est prévu. C'est peut-être dit pas demain matin, on va faire avec 2 fois moins. Donc voilà, on a des enjeux sociaux et environnementaux liés au numérique. Et donc je suis content aujourd'hui d'animer cette table ronde autour des acteurs que nous avons là et je vais les présenter. Donc nous avons Marie-Ève Taillot, chargée de mission transformation numérique et numérique responsable à la région Nouvelle-Aquitaine au sein de la délégation numérique. Vous êtes en charge de 4 départements, la Corrèze, la Creuse, la Haute-Vienne et la Dordogne. Moi, je ne connais pas du tout, mais c'est très beau. Bon, ok, d'accord. Pour l'accompagnement des entreprises qui souhaitent se transformer en matière de numérique, en plus de cette mission, vous occupez une responsabilité au niveau du numérique responsable, plus particulièrement sur l'économie circulaire numérique et la création d'une filière de reconditionnement numérique. Bingo, c'est notre sujet. D'accord. Nicolas Larocque, directeur de la société Envoi, Insertion et Handicap. Envoi est une entreprise de l'ESS, toulousaine, basée à Colomiers, qui ne cesse de se développer d'ailleurs, spécialisée dans le reconnaissement des PC et des smartphones. Et Envoi est à la fois une entreprise d'insertion et une entreprise adaptée, avec presque 200 employés. Donc c'est une caractéristique, peut-être qu'on en reparlera, qui est peut-être est nécessaire, je ne sais pas, pour travailler sur ces secteurs-là, sur ces sujets-là. Pauline Picard, coordinatrice générale au sein de l'association Colline. Colline est un collectif pour l'inclusion numérique, présent dans 4 départements. Donc Colline propose des actions, des outils et des dispositifs pour soutenir le développement des médiations numériques et sociales auprès du public vulnérabilisé et précarisé. Cela passe par la formation, par le montage et le déploiement de projets sur les territoires, mais aussi l'accompagnement, l'ancrage et l'essaimage de projets locaux et nationaux. Amalia Sabi, la représentation nationale, quand même, hein, de chef de projet océan Indien, même international, chez Emmaüs Connect, et vous êtes aussi support à l'équipe nationale pour le déploiement lié au sujet du reconditionnement. Emmaüs Connect accompagne les personnes les plus isolées en proposant des accès à des moyens de connexion,
à prix solidaire, des matériels de recondition de bon marché et l'apprentissage aussi gratuit pour acquérir les compétences essentielles. Parce que oui, s'il faut le rappeler, il ne suffit pas de fournir du matériel, il faut fournir tout l'accompagnement qui permet aux personnes destinataires et cibles de pouvoir utiliser ces matériels-là. D'accord ? Et donc, on va commencer directement. Je vais poser quelques petites questions. Je pense que c'est intéressant, Marie-Ève, de commencer avec vous parce que vous avez une grande expérience. Et comme on est en train de raisonner aujourd'hui là sur une filière du reconditionnement en région, typiquement, il y a un intérêt à vous interpeller. Alors, dans un premier temps, on va parler un petit peu d'abord des expériences réalisées et un peu de ce que vous avez vécu. Et dans un deuxième temps, on rentre un peu plus dans le vif du sujet sur, effectivement, qu'est-ce que ça veut dire une filière de reconditionnement avec les problématiques qu'ils peuvent avoir. Alors, Marie-Ève, déjà, quel a été votre parcours pour arriver jusqu'à aujourd'hui ? Aujourd'hui, dans la création d'une filière de reconditionnement, quels sont pour vous, au sein d'une région, parce que aussi ça c'est un contexte qui est assez important, puisqu'il y a déjà eu des expérimentations ici sur le territoire avec une boucle locale qui a permis de s'apercevoir qu'il fallait certainement passer à l'échelle. Et donc, ça nous intéresse aussi que vous nous disiez un petit peu, voilà, comment ça où c'est que vous en êtes aujourd'hui. Donc, merci beaucoup de m'avoir invité, de m'avoir convié à ce moment de partage. Donc, vous avez déjà indiqué un petit peu les effets qu'ont le numérique sur l'environnement. Donc, la région Nouvelle-Aquitaine a fait voter en 2019 une feuille de route qui s'appelle Néoterra. Et dans ce cadre, on a été amené donc effectivement à analyser, à étudier en fait la filière numérique sur le territoire et donc à se rendre compte, après les premiers rapports du Shift Project et du Green IT, de l'impact du numérique. Et comme vous, on s'est posé la question de quel pourrait être l'effet levier public sur cette filière-là, sur ce numérique responsable. Donc le seul segment qu'on a identifié, c'était donc la partie sur la durée de vie, l'allongement de la durée de vie. Donc on a commencé à identifier donc ce qu'on a fait en premier. On a créé en fait un volet reconditionnement dans un appel à projet qu'on lance tous les ans, donc la région et l'ADEME, en direction des ressourceries, des recycleries, en fait sur les filières REP. Donc on a mis un volet numérique et on a eu les premiers résultats de cet appel à projet et on s'est rendu compte qu'en gros, on avait des projets, on est 12 départements sur la Nouvelle-Aquitaine, mais plutôt des projets qui étaient un petit peu, qui revenaient à ce qu'on appelle de l'innovation de la RDI, c'est-à-dire on a financé typiquement de la recherche-développement sur des pièces pour des serveurs et puis un autre projet dans le sud de la Nouvelle-Aquitaine sur concerne en fait les bons de reconditionnement. Donc on restait quand même toujours sur tout ce qui était innovation, recherche, développement. On n'arrivait toujours pas à comprendre à quoi ressemblait cette filière. On a fait une autre action, on a mis en place une journée où on a fait se rencontrer en fait ce qu'on appelle les acteurs de la filière. Donc les acteurs de l'ESS, les reconditionneurs comme on voit, Emmaüs Connect, les ateliers du bocage, mais également en fait à Bordeaux, il y a le siège de Back Market que vous connaissez. Et donc, on s'est rencontrés, on s'est rendu compte lors de cette journée qu'en gros, l'ensemble de ces acteurs ne se connaissaient pas. Il y avait presque une forme de défiance entre eux. C'est-à-dire que les acteurs donc, qui opèrent dans l'économie sociale et solidaire se disaient, mais en fait, ils vont venir, des gens comme Back Market ou des petits vendeurs qu'on peut voir un peu partout dans nos centres-villes et qui réparent, vont venir en fait sur le marché du gisement et ça va créer en fait des contraintes supplémentaires. Donc là, en fait, pour nous, en tant que région, on se dit déjà, il faut qu'on arrive à résoudre un petit peu le problème de comprendre qui fait quoi sur le territoire, sachant que nous avons 12 départements et que la Creuse ne ressemble en rien à la Gironde. Donc il fallait vraiment qu'on arrive à comprendre qui faisait quoi et quels étaient les intérêts de chacun sur les territoires. Donc on était toujours un peu en se posant la question, mais qu'est-ce qu'on va faire, sachant qu'en règle générale, une région, comme elle a la compétence développement économique, ce qu'elle sait faire, c'est mettre en place un dispositif et accompagner une filière. Et là, on s'est trouvé un petit peu démunis. Et donc, on s'est tourné auprès de l'AREC. L'AREC, en fait, c'est un observatoire de tout ce qui est déchets, économie circulaire pour la Nouvelle-Aquitaine. Et on a commandité, en fait, une étude. Et l'étude, en fait, a deux ambitions. La première, c'est donc d'identifier les flux de D3E sur le territoire de Nouvelle-Aquitaine, ménagers et professionnels, avec une contrainte qu'on a également identifiée, c'est qu'en gros, nous, on s'intéressait au D3E numérique.
Mais en fait, les D3E au sens de la REP vont concerner les frigos, les congélateurs, le petit vin. Donc ça a été assez épique, mais c'est intéressant de se poser ces questions-là. Et le deuxième objectif donc, de l'étude, c'est également de comprendre, d'avoir une cartographie des acteurs de la filière, c'est-à-dire qui c'est qui reconditionne, qui c'est qui répare, qui c'est qui recycle, qui c'est qui réutilise. Parce que là également, on s'est rendu compte qu'il y avait des différences entre le réemploi, la réutilisation, le recyclage, les invendus. Enfin, voilà. Donc on est rentré dans un système assez intéressant. Et donc l'idée, c'est aujourd'hui, donc on a eu une première phase de restitution de l'étude. Et là, le premier livrable nous montre qu'en fait, c'est pas si évident que ça de qualifier les flux de D3E sur le territoire. Il y a donc au niveau de l'ADEME et au niveau des observatoires qui s'occupent de l'économie circulaire, donc on a de la part des REP et des éco-organismes donc des résultats sur les flux, mais c'est au niveau national. Et donc là, on était c'était assez déceptif ce premier livrable. Donc on va donc faire une deuxième phase qui va être d'aller interviewer donc maintenant les opérateurs, les reconditionneurs, les recycleurs, et puis pour bien également qualifier qu'est-ce qui relève de la réparation, qu'est-ce qui relève de la réutilisation. Donc l'objectif pour nous en région, c'est bien de comprendre la filière et de la construire et de mettre en place en fait un ensemble de leviers économiques, mais également d'ingénierie pour accompagner les opérateurs quels qu'ils soient. Avec une contrainte qui est très forte, c'est également de respecter les équilibres de territoire et les équilibres liés en fait à l'inclusion numérique. Parce que jusqu'à présent, les opérateurs qui étaient sur ce secteur-là, c'était des opérateurs de l'IAE et de l'ESS. On a des acteurs comme Back Market. On a aujourd'hui tous les opérateurs comme Orange, comme Free, comme Bouygues qui sont en train de dire à leurs clients ramenez vos vieux smartphones. C'est comment nous, on arrive en tant qu'entité publique à avoir un effet levier pour constituer en fait une filière qui soit en fait une filière économique, mais qui soit également respectueuse en fait de l'environnement, de l'écosystème dans lequel elle a pris naissance, à savoir donc l'inclusion numérique et également en fait, tout ce que Madame va dire, ce que se fait Colline. Donc c'est vraiment la double contrainte qu'on a et c'est aussi un challenge pour nous puisqu'aujourd'hui c'est également un enjeu en termes de souveraineté et de réindustrialisation. C'est quelque chose qui est cher au président Rousset. Le fait qu'effectivement on puisse financer de la R&D sur des pièces recyclées, sur un petit peu des logiciels libres pour pouvoir aller en fait équiper ces équipements, c'est aussi une façon pour la Nouvelle-Aquitaine d'avoir une filière électronique de reconditionner. Et donc on essaie de travailler avec l'INRIA. On a mis en place un pôle de compétitivité qui s'appelle Inter, qui est dédié au numérique responsable. Et un de ces chantiers, c'est le lien entre l'électronique et le reconditionné sur les pièces et sur les logiciels. Voilà. Merci. Super, merci. C'est un témoignage précieux, intéressant et c'est effectivement logique de flux là, et d'acteurs. Ça paraît effectivement la bonne méthode pour commencer à faire quelque chose. Et comment tout ça se passe, quoi. Effectivement. Je vais donner la parole à Nicolas Larocque. Alors en 2022, vous avez participé à une expérimentation de création d'une boucle locale de reconditionnement à destination des personnes en situation de précarité sur le territoire du Sicoval. Donc le but c'était de vraiment faire une expérimentation et d'avoir toute la chaîne de valeur du début à la fin en un temps record. Et je voudrais que vous nous expliquiez un petit peu quel est votre retour d'expérience de la création de cette boucle. Bien, le retour d'expérience de cette boucle a déjà montré qu'on pouvait facilement monter une filière entre des acteurs aujourd'hui, entreprises, entre des acteurs institutionnels, entre des acteurs intermédiaires de l'ESS et entre des acteurs sociaux qui à la fin avaient besoin de ce matériel-là et qu'au final, effectivement, Franck, tu as dit, en un temps record, mais on arrive à le faire quand même au final sans difficulté. Et quand on parle de filière de reconditionnement, pour moi, elle existe déjà. Simplement, c'est la question, c'est comment on la fait vivre, comment on la développe, comment on la professionnalise. Mais on a la chance sur le territoire, et on a pu le montrer au travers de cette boucle qui avait été impulsée par le Sicoval, qu'on pouvait réaliser des actions qui pouvaient être vertueuses, aller accompagner des publics. Effectivement, quand on parle de surabondance du numérique, on ne parle pas de tout le monde. Sur la surabondance du numérique, il y en a effectivement qui en sont encore exclus et qui ont besoin de pouvoir récupérer ces ordinateurs-là. Et donc, voilà, ces chaînes, pour moi, elles se créent assez facilement quand on met des valeurs autour de la table et que ces valeurs sont partagées par l'ensemble de la chaîne.
des valeurs environnementales. On a cité et entendu plusieurs chiffres autour de l'impact environnemental du PC neuf, des enjeux économiques, des enjeux sociaux. Et quand on partage toutes ces valeurs-là, la filière, elle peut se construire. Donc moi, le retour pour Envoi, il a eu d'autres impacts. C'est de pouvoir introduire des partenariats plus durables avec des entreprises du territoire, nous permettre de nous faire connaître et à nouveau de se redire que cette chaîne, elle existe, mais qu'elle a besoin d'être visible pour pouvoir ensuite s'étendre et pour qu'on puisse tous ensemble, sur tous ces acteurs-là, d'aller plus loin. Et pour moi, ce qui importe sur cette chaîne-là, c'est effectivement l'impact environnemental, mais c'est aussi l'impact social, puisque Louis, au niveau de la mêlée, parlait un peu de réindustrialisation. Ben oui, quand on reconditionne, on le fait sur le territoire, on crée de l'emploi sur le territoire. Aujourd'hui, pour reconditionner un PC, c'est à peu près 3 heures de travail d'une personne en insertion ou d'une personne en situation de handicap qui est créée sur le territoire. Et ça a des enjeux sociaux au-delà qui va réutiliser le PC en bout de chaîne. Il y a déjà un milieu de chaîne de la création d'emplois qui peut se faire sur le territoire grâce à ces enjeux de reconditionnement et ces filières qui peuvent être créées. Ok, merci beaucoup pour ce témoignage. Du coup, on voit que c'est possible et qu'en fin de compte, on peut. Ce qui est important, c'est de se parler, de se rencontrer. Et c'est vrai que chaque acteur a ses réalités, un peu son métier et ses réalités économiques, mais qu'il est possible de se retrouver à partir du moment où on échange les mêmes valeurs et qu'on se met d'accord et regrouper les forces, on va dire, pour arriver à créer ce type de boucle ou de filière. Je vais donner maintenant la parole à Pauline Picard. Donc on a vu une collectivité, on a vu un reconditionneur, maintenant on va parler plus d'inclusion. Aujourd'hui vous travaillez sur 4 départements, mais principalement à l'échelle de ce que vous appelez un bassin de vie. Pouvez-vous nous expliquer comment vous voyez l'essaimage parce que là aussi c'est une nouvelle mission, l'essaimage du numérique responsable à une plus grande échelle, tout en stabilisant l'action, parce qu'on a dit qu'il est important de construire, mais et aussi de ne pas détruire, je pense. Donc, avez-vous un exemple parlant à nous partager et un retour d'expérience là-dessus? Merci beaucoup. Alors déjà, effectivement, pour nous, c'est aussi important d'accompagner des dispositifs nationaux à s'ancrer sur les territoires que de ceux qui partent du terrain, de les aider à se développer. Notre échelle, c'est bien celle d'un bassin de vie. Et nous souhaitons le porter après sur nos 4 départements. En fait, c'est sur cette expertise de terrain qui existe effectivement sur les territoires qu'on va, avec les acteurs professionnels de la médiation numérique et sociale, construire des projets, mais qui partent en fait de leurs besoins lors notamment de groupes de travail. C'est comme ça qu'on a construit notamment le projet Court-Circuit. En fait, ce projet, il part d'une initiative de l'association La Rebouterie du quartier des Mazades. En fait, il vise à équiper des publics en grande précarité en ordi portable lors d'ateliers d'auto-réparation et ce gratuitement. Donc en fait, l'idée, c'est pendant 3 ans d'aller donc essaimer. Et essaimer pour nous, c'est donc former des médiateurs et médiatrices numériques de structures de proximité qui sont en direct avec en contact avec les publics en fait. Puis d'accompagner pour que ces professionnels soient en capacité de créer des petites boucles locales. Et comme on avait la chance d'avoir cette expérimentation qui avait été menée par le SICOVAL, donc avec Envoi notamment, on s'est appuyé sur cette expérimentation, la documentation laissée, etc., pour pouvoir construire notre projet. Et du coup, l'idée de l'essaimage, c'est aussi de pouvoir donner un terrain d'expérimentation, mais toute la documentation pour que d'autres territoires, parce que nous, on n'ira pas sur d'autres territoires, on va rester à l'échelle de nos structures de proximité, déjà 4 départements, c'est pas rien,
Et donc on va laisser le plus d'outils pour que d'autres territoires puissent se l'approprier. Parce que essaimer, c'est construire des dispositifs qui ont toute la plasticité nécessaire pour que chaque territoire, avec ses spécificités, puisse s'en inspirer et reproduire avec leur propre force en présence sur le territoire. Donc en fait, essaimer, c'est... Alors déjà, oui, voilà, ce projet, on lui a donné de l'ampleur, puisqu'il partait des Mazades, parce qu'il a rencontré un vrai besoin de terrain, et aussi parce qu'on a été soutenu. On a été soutenu par la Fondation AFNIC, on est soutenu par l'ADEME, on est aussi soutenu par les départements, on est soutenu aussi par le SICOVAL. Et nous allons donc déployer en Haute-Garonne, en Haute-Pyrénées, dans l'Aude et dans le Gers. En fait, pour travailler l'essaimage, c'est aussi surtout travailler l'ancrage du projet sur des territoires très différents qui n'ont pas les mêmes moyens. Donc dans une première phase, pour nous, il s'agit d'identifier les compétences, vous en avez parlé, sur chaque territoire, et s'articuler avec l'existant et mobiliser autour de valeurs communes. Et c'est cette appropriation du projet que nous accompagnons. Pour nous, c'est un vrai enjeu pour stabiliser l'action. Mais c'est aussi, il y a aussi nécessité d'interpeller pour que les écosystèmes qu'on va créer, parce que nous, on va être là pendant 3 ans pour accompagner, mais après, ils vont avoir besoin de soutien, de moyens humains et financiers. Merci. Merci beaucoup. Donc on voit bien qu'effectivement le système de valeurs il est toujours omniprésent. On voit que l'échange entre acteurs doit être lui aussi construit et maintenu avec une visibilité à long terme, parce que sinon tout le monde va retourner dans ses pénates, quoi, et c'est pas obligatoirement simple. Et c'est effectivement souvent une partie de l'activité qui est consacrée à cette ambition. Donc voilà, c'est un travail de longue haleine, mais on sent que il y a un vrai intérêt à faire ça, et que ça peut porter ses fruits. Je vais maintenant donner la parole à Amalia. Donc Amalia, Emmaüs Connect, Emmaüs, je crois qu'on connaît tous, mais Emmaüs Connect peut-être un petit peu moins. Donc c'est un acteur national. Par contre, on vous connaît peu en Occitanie. Et donc, pouvez-vous nous éclairer un peu sur les outils que vous mettez à disposition des acteurs dans les différents territoires et dans les différentes régions? Et je crois qu'on a même un petit support. Si ça marche, si le numérique fonctionne, on peut essayer de voilà, et directement. Voilà, parfait. Trop bien. Merci beaucoup, Franck. Non. Oui, bonjour. Non, c'est projet des parents. Bonjour à tous. Donc effectivement, donc nous on est un acteur national. On est peu présent en région Occitanie, mais on l'est quand même via une équipe de bénévoles super engagés. Il y en a certains dans la salle, voilà, qui portent certaines actions dans la région. Alors sur la question du reconditionnement, évidemment, on est peu présent pour. En fait, c'est une raison assez simple, c'est qu'en fait, on a lancé nos expérimentations de filière dans les régions où on est implanté historiquement, et donc on a lancé en 2020 la collecte.tech, qui est un projet qui est plus tellement un projet, hein, parce que ça fait plus de 3 ans maintenant et que ça commence à être un dispositif qui prend beaucoup de place chez nous. En tout cas, c'est un projet qui a été lancé justement en voyant que cette importance que prenait le besoin des bénéficiaires en matériel, et puis notre historique Emmaüs, que je ne referai pas maintenant, mais nous a poussé à se lancer aussi dans cette démarche, parce que dans notre fédération, on avait aussi beaucoup d'acteurs qui pouvaient travailler avec nous dès le départ sur des expérimentations de reconditionnement au service des publics en situation de précarité. On fait aussi d'autres choses, comme l'a dit Franck, on fait de la connexion, on propose de la connexion à tarif solidaire, des accompagnements aux compétences numériques gratuitement. Mais donc là, ce qui nous intéresse, c'est vraiment comment on s'est déployé dans ces régions.
Donc là, vous avez des exemples un petit peu d'outils qu'on utilise pour répondre à la question. Je parlerai de nos outils en 2 temps. La phase de diagnostic qu'on a évoquée juste avant avec l'étude qui est faite en Nouvelle-Aquitaine, et puis la phase un peu d'opération que certains ont déjà décrite très bien. Donc voilà, c'est juste pour expliquer un petit peu nous comment on fonctionne. Donc on a lancé un outil statistique qui nous permet que vous voyez un petit peu avec la carte et le tableau de bord qui nous permet d'estimer quels sont les besoins et quels sont les gisements disponibles sur des territoires. Alors, on a un cabinet statistique qui nous a aidé à monter l'outil. Aujourd'hui, il a besoin d'évoluer et on travaille d'ailleurs avec des partenaires pour le faire évoluer. J'en parlerai un petit peu après, mais l'idée, c'est aussi qu'on s'ouvre à de nouvelles données, peut-être en open data, grâce à l'open data, etc., pour alimenter cet outil. L'idée, c'est de venir poser le diagnostic de territoire, qui évidemment sera complété avec des études. Il faut pas prendre cet outil comme la base de tout, parce qu'il faut aussi connaître son écosystème. Voilà, c'est vraiment c'est vraiment un outil pour poser les chiffres de il y a on estime qu'il y a tant de personnes qui ont des besoins et tant de gisements disponibles. C'est ce qui permet aussi de poser la stratégie après de déploiement, de se dire on va prioriser peut-être d'aller chercher des gisements parce que c'est ce qui va plus faire défaut, ou on va prioriser d'aller chercher plutôt des reconditionneurs parce qu'en fait il y a du gisement, mais la question c'est de comment le traiter. Il y a plein de manières de rentrer dans le sujet. Avec mes collègues, donc moi j'ai piloté avant d'être océan Indien la filière Auvergne-Rhône-Alpes. J'ai une collègue qui travaille avec Marie-Ève en Nouvelle-Aquitaine, donc on est présent aussi. Donc j'ai des collègues, des homologues en Hauts-de-France, Île-de-France, Grand Est. Donc Nouvelle-Aquitaine, je l'ai dit, Auvergne-Rhône-Alpes, PACA et Centre-Val de Loire, et puis depuis peu Océan Indien, qui posent d'autres contraintes logistiques dues à l'insularité notamment, mais bref. Donc en tout cas, pour le diagnostic, on a vraiment cet enjeu de comprendre l'écosystème, et en tout cas, c'est un travail qui a été fait déjà, qui a déjà été bien avancé dans la région, et beaucoup de problématiques en fait se retrouvent dans les problématiques qu'on a, nous, identifiées au fur et à mesure de nos 3 ans d'expérimentation. Et puis ensuite, rapidement sur l'opérationnalité, alors c'est là que il y a beaucoup de choses. Donc le premier dont je voulais parler et que vous voyez à l'écran, c'est la question de la traçabilité. Aujourd'hui, on avait un vrai besoin en captant des dons via Emmaüs Connect, sachant qu'on ne traite pas en direct les équipements. On travaille avec des reconditionneurs au niveau local, comme Envoi, mais du contraire, on n'est pas en Occitanie, mais donc je pense à Atelier du Bocage en Nouvelle-Aquitaine, je pense à Ecoder, que vous connaissez peut-être, je pense à Envie, qui n'est pas Envoi, qui est Envie. Donc l'idée, c'était, nous, on avait besoin d'avoir une interface de suivi de traçabilité pour nos donateurs, et donc on a créé cet outil qui nous permet en fait de tracer à l'équipement et de créer des rapports de nombre d'équipements réemployés, de nombre d'équipements envoyés en D3E, etc. Dans l'opérationnalité, il y a aussi d'autres choses, mais voilà, c'est juste pour, sans être exhaustif, il y a la question de l'outil de catégorisation, parce que tous les équipements reconditionnés ne se valent pas en termes de caractéristiques techniques, donc ça c'est important aussi, ça nous permet de fixer des prix un peu différents, mais surtout ça nous permet de comprendre l'usage que va faire la personne. On ne va pas proposer un outil super puissant à quelqu'un qui a besoin de faire 3 recherches Internet par mois. C'est pas l'objectif. On a aussi des outils d'audit. On a aussi un front office, une plateforme qui permet de proposer des dons directement et qui permet de les orienter en fonction du lieu de stockage du don. Et puis évidemment, des outils d'études d'impact, parce que c'est bien de faire tout ça, mais ce qui nous a permis aussi d'avancer, c'est de pouvoir montrer quel était l'impact.
Voilà, je ne vais pas m'étaler sur quels sont nos résultats, parce qu'on n'est pas non plus dans les mêmes ordres de grandeur. Mais voilà, je pense que c'est important de montrer qu'il y a des initiatives qui peuvent venir s'ajouter à cet impact que nous, on a. Et il y a d'autres structures qui ont commencé à traiter ces sujets. Je pense à la Banque du numérique dans les Alpes-Maritimes, ouais, voilà, PACA. Puis il y a d'autres acteurs un peu partout. Moi, à La Réunion, il y a aussi des acteurs qui se sont lancés, du mouvement Emmaüs notamment. Voilà, c'est vraiment important. Et nous, c'est le message qu'on porte, c'est tous ces impacts. On peut avoir l'impression que c'est petit à l'échelle d'une interco, puis à l'échelle d'un département, mais en fait tout ça cumulé montre qu'en fait nos filières, boucles ou micro-filières, enfin l'addition de tout ça a un réel impact sur les bénéficiaires finaux. Voilà. Maya. Je trouve qu'il est intéressant d'avoir chaque éclairage. On parle du même sujet, mais on voit que les éclairages sont complètement différents. Enfin, parce que il faut justement arriver à avoir ces différents points de vue pour comprendre la problématique et pas se tromper. Et donc, merci pour ça. Donc, on a fait un petit peu un retour d'expérience et les réalités d'acteurs. Et je vous propose maintenant de parler un petit peu d'avenir, quoi. C'est-à-dire, allez, on y va. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Et donc de comment on construit cette filière. Alors je vais me retourner à nouveau vers Marie-Ève. Donc pour vous maintenant, quelles sont les futures étapes? C'est quand même maintenant ça qui est associé. Quelles sont les problématiques? Parce que il y a des challenges quand même. Hein. Donc comment on fait pour continuer l'aventure, avancer dans la création d'une filière, qu'elle se concrétise et avec bien sûr toute la partie service d'inclusion numérique, surtout sur une région telle que la Nouvelle-Aquitaine, et peut-être qu'il y aurait un focus intéressant sur aussi ce qui fait tourner un petit peu le monde, les moyens financiers. Donc comment on peut faire avec ça, à ce niveau-là, et aussi le soutien politique, parce que quand on parle d'une région, on parle obligatoirement d'enjeux et de soutien, sinon c'est compliqué, et du soutien à long terme, c'est ça aussi, je pense qu'il faut voir peut-être. Donc je vous laisse la parole. C'est difficile de répondre. Non, déjà dans un premier temps, ce que j'ai oublié d'évoquer, c'est la notion du gisement. Donc là, on a mis en place à la région ce qu'on appelle des ESC. C'est un terme barbare pour dire éco-socio-conditionnalité. Donc ça fait un peu grincer les bénéficiaires, mais bon, ça fait partie des engagements que la région a mis en œuvre. Et donc, en gros, l'idée, c'est effectivement, donc, on va travailler avec ce qu'on appelle le club des ETI, donc entreprises de taille intermédiaire. Et c'est de travailler en fait à sensibiliser les entreprises qu'on accompagne sur le fait qu'aujourd'hui il y a donc en fait parce que le paysage réglementaire et le paysage en fait pour les collectivités n'était pas très clair sur en fait la fin de vie des équipements. C'est-à-dire qu'on ne savait pas trop si on devait faire un marché, qui on devait voir. Il n'y avait pas de boîte à outils. Donc l'idée c'est effectivement de construire un petit peu ce parcours-là pour que les entreprises, pour que les hôpitaux, les universités, tous les gros pourvoyeurs en fait de gisements aient en fait un processus assez clair de ce qu'ils peuvent faire de leurs équipements en fin de vie. Donc c'est la première chose sur laquelle nous on veut travailler, et donc de le mettre comme une éco-socio-conditionnalité, c'est-à-dire que si on va vous donner une aide, si quand on va faire le sol, on va vérifier que vous avez typiquement engagé de façon un peu vertueuse la fin de vie de vos téléphones, de vos smartphones, de vos PC. Donc ça c'est une première piste assez concrète sur laquelle on peut travailler. Et donc il y a également, je vous ai parlé du pôle Inter, qui est un pôle de compétitivité qu'on est en train de mettre en place, qui j'espère, je touche du bois, va sortir de terre en juin 2024. Et donc l'idée c'est effectivement de travailler de façon très concrète sur effectivement la filière et sur la partie vraiment industrielle, c'est-à-dire en gros aujourd'hui, nous on va avoir la problématique des pièces détachées, hein, c'est vraiment une problématique de cette filière-là. Comment en fait en local, au niveau de la région, on peut fabriquer des pièces détachées, comment on peut fabriquer des logiciels en fait qui vont faire tourner, des applicatifs qui vont faire tourner en fait ces équipements-là. Donc c'est toutes ces logiques-là aujourd'hui, ces questions qu'on se pose, et comment on travaille en fait avec les acteurs de la filière électronique, également avec les clusters du numérique. Parce que quand on parle de reconditionnement, quand on parle de filière de reconditionnement,
Il y a également toute la filière numérique, comme il y a eu la mêlée qui s'est occupée pendant longtemps du numérique. C'est aujourd'hui comment les ESN, donc les entreprises qui font des prestations numériques, intègrent ces enjeux-là. Et il faut également donc constituer un marché. Parce qu'aujourd'hui, la loi Rennes, la loi LAGEC dit, ben voilà, il faut 20% de reconditionnés. La région de Nouvelle-Aquitaine, on est 9000 agents. Donc à peu près 3000 de personnes sur les sites et 6000 de TOS. Comment on arrive à faire un marché d'équipements numériques, de smartphones avec 20% de reconditionnés? Est-ce qu'il y a une ESN aujourd'hui en Nouvelle-Aquitaine qui est capable de fournir ça? Donc il y a cette logique-là également de travailler en transversalité. Donc le monsieur d'Envoi a évoqué comment il travaille, comment la logistique, comment on vient chercher toute la partie de transport, toute la partie de retraitement, de revente. Donc il y a vraiment besoin de construire, de consolider la filière, mais toujours dans le respect des intérêts de chacun. C'est vraiment pour nous c'est important parce que on ne peut pas en fait mettre à mal le modèle économique de Back Market, mais on ne peut pas mettre à mal le modèle économique des Maïs Connect. Il y a également l'enjeu de la formation. Donc là, en fait, on a financé à l'IUT donc de Bordeaux, en fait, des formations. Je vais prendre le cas de Limoges que je connais, Limoges Métropole. Donc, c'est 20% de population qui vivent au-dessus du seuil de pauvreté. Comment on engage en fait ces populations-là vers des formations pour ces métiers de reconditionnement? Il y a également, en fait, quand on rencontre les conteneurs, ils nous disent que typiquement, sur la réparation des smartphones, c'est beaucoup de personnes autistes, beaucoup de personnes qui ont un handicap en fait cognitif, qui sont très précieuses sur ces sujets-là. Comment on intègre ces populations-là sur ces emplois-là? Donc, il y a vraiment des enjeux de formation, des enjeux de réindustrialisation qui sont importants pour nous et que donc on va essayer de mettre en œuvre dans le cadre du pôle Inter, qui est un pôle donc à mission, un pôle de compétitivité à mission qui va être mis en place en Nouvelle-Aquitaine. Et l'idée, c'est de travailler avec l'ensemble de ces acteurs et d'en oublier aucun. Merci beaucoup. Donc je retiens effectivement le fait encore une fois, d'interpeller l'ensemble des acteurs. Si on parle de Back Market, on peut se dire waouh, on est loin de schémas et de valeurs qu'on pourrait pousser, on va dire, peut-être dans des collectivités. Mais c'est un acteur qui est là et donc il faut travailler avec lui, il faut discuter avec lui. Il participera plus ou moins, ainsi de suite, mais on ne peut pas faire notre vie dans notre coin sans interpeller tout le monde, sans essayer d'intégrer tout le monde. Et à un moment donné, il peut y avoir des très belles opportunités qui se créent, tout en respectant les rôles et les valeurs de chacun. Et ça aussi, je pense qu'il faut le dire, qu'il ne faut pas de suite être un peu fermé à avoir des œillères en se disant oh, non. On met tout le monde autour de la table, en tout cas dans une démarche initiale. Vous ne m'avez pas trop répondu sur les moyens financiers et les soutiens politiques, mais bon, c'est trop compliqué. On a un élu, Mathieu Azoir, qui est en charge du numérique, qui pousse très fort le sujet. De président donc sur la partie réindustrialisation, souveraineté, pousse le sujet. Donc, on a engagé dans une feuille d'eau qui s'appelle Ioterra. On a un appui politique. Après, sur la partie finance, pour nous, ça revient on a un dispositif qu'on a appelé innovation numérique responsable. Donc, on a mis en place des moyens financiers. Mais encore une fois, l'idée, c'est pas non plus d'arroser un peu n'importe comment, parce que ce qu'on a peur, c'est de déséquilibrer en fait l'écosystème. Et donc, on a vraiment besoin quand même de comprendre bien comment ça marche pour avoir plutôt une intervention ciblée et qui soit plutôt efficace. Donc, il n'y a pas de... bien que l'État nous indique qu'aujourd'hui, on va devoir se serrer la ceinture, il n'y a pas de manque financier, c'est la question de cibler et d'efficacité. D'accord. Et sur le soutien politique, une question sur la continuité de ce soutien-là. Est-ce que ça fait déjà longtemps que vous avez un soutien et vous sentez qu'il est là et qu'il ne va pas vous lâcher Non, mais l'innovation, le développement économique et même l'économie sociale et solidaire sont des valeurs qui sont portées donc par la région Nouvelle-Aquitaine et par son exécutif. Et juste à titre de rappel, la région a comme compétence donc il me semble que c'est le schéma de l'économie circulaire. Donc ça intéresse à plusieurs titres en fait. Ça s'inscrit dans le SRADET. C'est des questions qui sont complètement liées aujourd'hui à l'ADN d'une collectivité régionale. Merci beaucoup. Encore désolé de vous embêter.
Nicolas, donc au vu de ce qui vient de se dire là et au vu un peu des expériences, de votre expérience de reconditionneur, pour vous, si on se projette, quels sont les ingrédients et aussi les points de vigilance qu'il faut avoir en tête pour réussir donc plus que la création, mais aussi effectivement la mise à l'échelle d'une boucle, d'une filière de reconditionnement numérique au sein de la région Occitanie. Pour moi, comme j'ai dit, pour moi la filière elle existe déjà. Ce qui manque aujourd'hui, c'est des acteurs aussi qui sont prêts à s'engager davantage avec nous pour que cette filière-là prenne davantage d'ampleur, pour qu'elle ait davantage de sens et qu'elle soit à nouveau plus créatrice d'emplois en local et qu'elle permette des collaborations aussi plus fortes au niveau social. Aujourd'hui, mon regret sur la filière, c'est d'avoir encore trop peu d'entreprises qui viennent acheter du reconditionné, parce qu'on parle du don des entreprises, mais il y a aussi le rachat du reconditionné. Trop peu d'institutions aujourd'hui qui font appel au reconditionné dans leurs propres ressources. Et pourtant, quand je reçois des clients, des prospects ou des partenaires, je leur dis, chez Envoi, on est 200 salariés, j'ai pas un seul PC ou un seul smartphone qui est neuf. Voilà. Et pourtant, l'entreprise, elle tourne, elle marche, elle est pérenne, et ce depuis longue date. Donc, on est capable de créer des modèles aussi vertueux au niveau des entreprises et des institutions avec du matériel reconditionné dont on peut largement prévoir l'allongement de la durée de vie. Rappelons qu'un ordinateur neuf, si on mettait son poids en matériaux et son poids en eau, quand il arrive chez vous, il va peser à peu près 2,5 tonnes. Donc voilà, vous pouvez le faire livrer par une grue et faire de la place dans le salon pour pouvoir mettre votre ordinateur portable ou votre smartphone. Cet équipement-là, moi c'est ma propre conviction et celle que défend Envoi, c'est qu'il peut au moins avoir 10 ans de durée de vie sans problème, tout en continuant à fonctionner, tout en étant encore sur les dernières versions de Windows. Il y a encore des solutions qui existent pour ça, pour assurer le paramétrage et la mise en place d'outils pour que l'ordinateur soit très fonctionnel. Si on se dit que déjà on arrive à le tenir 10 ans, le PC il pèsera plus que 200 kg, donc allez, 7-8 personnes, vous allez pouvoir le déplacer. Mais si en plus on parle du retraitement du déchet derrière, à la fin on va avoir un produit qui restera toujours un produit à fort impact environnemental, mais qui sera néanmoins bien moins réduit. Et donc moi les enjeux de la filière, c'est d'avoir aussi des enjeux d'acteurs qui sont prêts à être exemplaires là-dessus. Et je trouve qu'encore au niveau des institutions, on est un petit peu frileux à être exemplaire. Au niveau aussi des entreprises, on est encore un peu frileux à être exemplaire parce que se pose encore la question, mais comment vont réagir mes salariés quand je vais leur dire que je vais leur mettre un PC reconditionné entre les mains et que le collègue à côté aura un neuf? Parce qu'on a peur que la durée de vie ne soit pas suffisante, parce qu'on a peur que la qualité du matériel ne soit pas bonne, etc. Il y a encore, mais c'est notre devoir aussi chez Envoi et auprès des partenaires aussi, à montrer que non, on peut déconstruire aussi ces idées-là et montrer que le reconditionné a du sens. Ce sens-là, il aura toujours l'impact territorial par la création d'emplois. J'insiste vraiment là-dessus. Je pense que c'est un point clé aujourd'hui. Si Envoi crée de l'emploi pour des personnes en situation de handicap, si Envoi crée de l'emploi pour des personnes qui sont en parcours d'insertion, si Envoi crée de l'emploi en milieu carcéral pour des détenus en situation de handicap, c'est parce que derrière, à nouveau, on a des clients qui viennent acheter le matériel chez nous, des clients particuliers ou des clients entreprises. Et c'est parce qu'on a ce modèle économique-là qu'on peut aussi après aller s'investir avec des associations ou avec des institutions du territoire avec qui on peut collaborer et porter des projets sociaux. Alors, on le rappelle, on est une entreprise sociale et solidaire. Certes, on fait partie de l'économie, donc on a besoin de bâtir et de solidifier notre modèle économique, mais derrière, on a des enjeux sociaux propres à Envoi, mais propres aussi à notre territoire, sur lequel on souhaite être porteur. Et je pense que ça sera pareil de chaque région. Aujourd'hui, tous ces acteurs-là, on a quand même des valeurs qu'on veut porter et qu'on veut défendre au-delà du modèle économique en plus que l'on a. Donc la vigilance, c'est tout simplement, voilà, est-ce que aujourd'hui on a des acteurs en face qui sont prêts à aller renforcer ces filières-là pour nous permettre de davantage les professionnaliser, de davantage les structurer et d'impacter davantage sur des impacts sociaux et des impacts environnementaux. Oui, merci beaucoup. Juste une petite chose, effectivement, on en disait, donner à des salariés des données.
on va dire prêter à des salariés des équipements numériques reconditionnés. Est-ce que voilà, moi je peux témoigner que j'ai plusieurs personnes que j'ai pu voir via des entretiens en direct ou en visio, ils ont dit mais mon PC il a 7 ans et c'est super. En fait, un projet comme Court-Circuit, c'est pas beaucoup dans une filière. C'est même très peu. On n'est pas du tout sur les mêmes volumes. On va équiper sur la première vague 450 personnes. Sur la deuxième, peut-être le double. Mais par rapport à des structures comme Envoi, etc., on est sur des reconditionneurs qui font 10 fois plus, qui produisent 10 fois plus de matériel reconditionné. C'est très peu. Et donc, du coup, OK. C'est très peu, mais derrière, il y a 80 professionnels des structures de proximité qui vont être accompagnés pour pouvoir animer des ateliers d'autoréparation dans des, au sein de petites villes, même très éloignées, en milieu rural, etc. Et elles vont être capables de sensibiliser et d'orienter, parce que ça ne sera jamais leur cœur de métier, d'orienter vers d'autres structures dont c'est le cœur de métier, comme les initiatives sur le territoire d'Emmaüs Connect ou bien d'Envoi et de toutes les autres professionnels du reconditionnement, etc. En fait, on a besoin de toutes les forces en présence. On a aussi besoin, et tu en parlais Nicolas, de la mobilisation forte des donateurs d'équipements. On a besoin d'entreprises et de collectivités prêtes à donner. Et on a besoin d'une vraie volonté politique. Est-ce qu'on va vraiment... alors, il y a la possibilité de passer, d'avoir du reconditionné qui va passer Windows 11. Il y a aussi des équipements en fait, qui peuvent fonctionner avec d'autres outils. Et parfois, on ne le sait pas. Et c'est du matériel qui va se retrouver peut-être dans des placards ou, pire, jeté au rebut. En fait, on peut en faire quelque chose. De la même manière, nous, on croit que les acteurs de la médiation numérique et sociale peuvent être des vrais structures de proximité, peuvent être des vrais piliers de cette structure, qui vont porter ces actions de sensibilisation qui peuvent être bien plus efficaces que des campagnes publicitaires. Voilà. Donc en fait, on rejoint tout le monde ici sur le fait que c'est pour tout le monde. On aimerait qu'on soit toutes et tous fiers d'arborer un logo sur nos ordis reconditionnés localement. Et c'est le sens de cette action. Merci beaucoup. Donc, je vais poser un petit peu la même question à Amalia, mais dans un contexte un peu différent, puisque vous avez l'expérience d'autres régions. Donc ça, c'est intéressant pour nous, là, aujourd'hui, d'un petit peu nous dire comment vous intervenez, quelle est votre posture aussi, parce que peut-être des fois, vous pouvez faire peur en arrivant comme ça. Donc, comment vous intégrez dans le système existant, dans l'écosystème existant, avec les acteurs existants, et ça me paraît assez important. Et peut-être que vous pouvez nous parler aussi brièvement de ce que vous appelez l'appel à commun. Ça pourrait être intéressant de oui. en dire deux mots. Merci. Oui. En fait, je vais reprendre un peu ce que tout le monde a dit. Et bon, on a mis les pieds dans le plat, c'est bien. Non, mais réellement, il y a la question de l'imbrication dans les filières existantes. Je pense que c'est ça qui est fondamental. Et je pense qu'on l'a tous posé là aujourd'hui. On travaille avec des filières qui existent déjà. Nous, quand on parle de filières solidaires, on vient rajouter une brique en disant il est important de prendre conscience que certains bénéficiaires de ces filières doivent aussi être les personnes qui sont en situation de précarité, mais on ne veut pas bousculer les écosystèmes. Enfin, on vient un peu bousculer les écosystèmes parce qu'évidemment, quand on dit vendez un équipement 150 € au lieu de le vendre 450 €, c'est pas la même somme qui revient dans la poche du reconditionneur. Par contre, je peux prendre un exemple, notamment en Auvergne-Rhône-Alpes, parce que c'est celui que je connais bien. On travaillait avec un reconditionneur qui s'appelle Tri-Rhône-Alpes, qui est dans le milieu depuis très longtemps. Enfin,
20 ans presque. Et aujourd'hui, on leur apporte du gisement. Et ce qui reconditionne pour la filière solidaire Auvergne-Rhône-Alpes, c'est à peu près un tiers de tout ce qui reconditionne. Donc à la fois, les filières solidaires peuvent être apporteurs d'affaires, et là je ne parle pas que des Maïs Connect, hein, je parle de toutes les boucles, les filières solidaires. À la fois, c'est un levier pour convaincre les donateurs aussi, nous on l'a vu, de pas que parler de l'impact environnemental. C'est comme ça qu'on fait basculer en fait un petit peu parfois la balance dans notre intérêt, enfin de notre côté, c'est de dire oui, vous faites réemployer vos équipements, mais vous le faites pas que pour les faire réemployer, vous le faites aussi pour venir équiper. Et voilà, on joue un peu le jeu de la RSE. Alors ça plaît pas, mais ça nous permet d'équiper des personnes. Alors nous, c'est un peu le message de l'abbé Pierre, hein, c'est depuis... Enfin voilà, il disait, peu importe, voilà, on a quand même des listes d'exclusion, on ne travaille pas avec certaines entreprises... oui, on peut dire Total par exemple, mais voilà, on n'acceptera pas les dons de Total malheureusement, ou heureusement. Mais voilà, il y a quand même un vivier économique en France qui nous permet de se passer de ce gisement. Je voulais juste aussi faire une petite parenthèse sur le gisement citoyen, parce qu'on n'en a pas parlé et que ça n'intéresse pas vraiment les reconditionneurs qui sont à l'échelle industrielle. C'est normal, c'est pas rentable. En revanche, nous, on est dans des expérimentations aujourd'hui de voir justement comment on pourrait faire monter en compétence des petits acteurs et vous en parliez, Pauline, des petits acteurs locaux qui parfois ne faisaient même pas de reconditionnement informatique avant. Je pense aux ressourceries, aux recycleries, et qui pourraient justement être des acteurs de ces filières. Juste pour répondre un peu à la question de nous, comment on voit les choses demain. Alors, je repars du chiffre de l'État dans la feuille de route France Numérique Ensemble, qui s'est donné pour objectif d'équiper 2 millions de ménages précaires, de mettre à disposition du matériel reconditionné à 2 millions de ménages précaires. À côté de ça, on parlait des restrictions budgétaires. Ils mobilisent 40 000 euros par département, pardon. C'est pas beaucoup. À peu près. Pour toute la feuille de route, hein, pas que pour le reconditionné. Donc, comment ? Non, mais en tout cas, moi, dans les départements où je travaille, c'est comme ça. Peut-être c'est pas comme ça partout, mais en tout cas, on sait que c'est pas via ces véhicules financiers qu'on va pouvoir pérenniser en tout cas ces filières. Donc c'est un peu, et c'est ce qu'on vise via l'appel à commun, c'est de dire on peut s'organiser tous ensemble, et c'est ce que disait un petit peu Nicolas aussi, on peut s'organiser, se rejoindre et s'organiser pour essayer de faire en sorte qu'il y ait toujours cette offre disponible et qu'elle grandisse pour les personnes en précarité. Donc après, voilà, il faut effectivement composer avec les différents niveaux de maturité des filières. Moi, je prends l'exemple effectivement de la filière Aura que je connais bien, mais qui est extrêmement avancée et qui a des reconditionneurs qui existent depuis super longtemps. Donc c'est venir rajouter cette brique solidaire, c'est plus compliqué que par exemple dans ma collègue qui porte la filière Hauts-de-France, où les reconditionneurs sont plus jeunes, et donc finalement la filière solidaire vient même comme une manière d'accompagner cette dynamique de filière globale. C'est pas tout à fait la même stratégie. Mais du coup, pour conclure, je pense qu'il faut vraiment créer des filières qui ressemblent au territoire. C'est un peu tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Il ne faut pas se dire il me faut un gros reconditionneur, un moyen, un petit. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut voir aussi où sont situés les gisements d'un point de vue territorial. En Occitanie, voilà, il y a Montpellier, Toulouse. Ça doit être à peu près tout. Non mais je veux dire en termes de je parle aussi des régions que si vous voulez, je prends l'exemple Aura à côté de Lyon. Alors on peut prendre Grenoble, mais il n'y a pas grand chose à Saint-Étienne. Non mais c'est vrai. Ouais, non mais bon, en tout cas par rapport aux besoins. Si on met en regard le besoin et le gisement disponible, quand je dis il n'y a pas grand chose, c'est pas négatif. C'est simplement qu'il faut être réaliste aussi sur le fait que pour aller équiper des personnes dans le Gers, vous allez peut-être devoir collecter à Toulouse, et c'est autant d'équipements que vous
n'utiliserait pas pour équiper les publics toulousains. Il faut poser ces éléments-là pour comprendre les dynamiques. Et c'est pour ça que nous, on a choisi l'échelon régional pour lancer nos expérimentations. Et donc, je vois que c'est aussi le cas en Occitanie. Mais il ne faut pas oublier effectivement ces filières locales. Et je parlais tout à l'heure de somme de filières dans l'impact. Mais ce n'est pas que dans l'impact. C'est aussi... moi, en Aura, on a travaillé pendant quelques mois là, sur le montage d'une micro-filière, on appelle ça comme ça, mais enfin, d'une filière carrément en Ardèche et Haute-Loire. Parce qu'il y a un reconditionneur, parce qu'il y a du gisement et parce que la réponse aux besoins est organisée territorialement sur ces 2 départements. Donc en fait, ça dépend vraiment. Et juste pour terminer, et après je rends la parole, sur les filières qui ressemblent au territoire, la question des moyens et du soutien politique, elle est importante, mais en fait, c'est pas parce qu'on n'en a pas que ça fonctionne pas. Et c'est ce qu'on dit, nous, dans l'appel à commun, la question que vous posiez, Franck, c'est qu'en fait, on peut aller chercher de l'aide ailleurs. Et alors, on n'a pas le modèle économique, on n'est pas en train de dire on a trouvé le modèle parfait, parce que ça n'existe pas. Et il y a plein d'autres communs qui peuvent nous inspirer sur ces questions. Je ne vais pas m'étendre maintenant sur le sujet, mais si ça vous intéresse, on pourra s'en parler après. Et je vous invite à aller lire justement ce qu'on a écrit dans cet appel à commun qui est disponible sur le wiki de l'ADEME, sobriété et résilience des territoires. Et donc on est dans la liste des communs sélectionnés et il y a évidemment tous les contacts pour pouvoir échanger sur ce sujet. Et l'idée, c'est effectivement de parler formation, de parler outils de traçabilité et de voir comment on fait évoluer ces outils en commun pour les filières. Et aussi parler d'une seule voix en termes de plaidoyer, etc. Voilà un petit peu. Merci Amalia. Je retiens un point qui me paraît, c'est vrai qu'on parle beaucoup entre connaisseurs et l'idée de dire aussi que réparer du numérique par soi-même, c'est possible, que de créer des repair cafés réparation, c'est possible. Certes, on est complètement vassalisé, c'est-à-dire qu'on ne fabrique en Europe aucun équipement numérique qu'on utilise, donc on ne choisit pas l'architecture de ces équipements-là. Par contre, il y a vraiment des possibilités de faire des choses et il faut le dire aussi, quoi. C'est-à-dire que ce qu'on a dans la main, quand on parle de smartphone, je rends la parole, c'est pas, on n'est pas obligé de le subir, quoi. On peut aussi agir dessus et comme sa machine à café, on peut réparer. Alors certes, c'est pas un niveau technologique, mais c'est faisable. Il y a des choses qui sont faisables. Donc, insister sur ça, c'est important. J'ai oublié, on avait une petite slide justement pour montrer un peu les marches à franchir. Voilà. C'était plus pour dire, nous, on est encore en bas de l'escalier et en s'alliant tous. Bon, après, il y a l'objectif 2 millions en haut, mais et j'avais sorti un peu on avait fait les extrapolations de ces 2 millions par rapport aux populations de chaque région. Et donc, c'est à peu près 10% si on extrapole en Occitanie. Et ça représente environ 170 000 ménages qui seraient en manque d'équipement et qui bénéficieraient. Voilà, il y a du pain sur la planche. Ouais, c'est clair, c'est clair. Bon, nous arrivons un peu sur la fin de cette table ronde. Avant de donner le micro au public pour prendre une ou deux questions, moi j'aurais une dernière question qui est une question ouverte. Et je prendrai le micro comme vous en fonction de comment vous le sentez. On a un historique avec le numérique quand même. C'est pas dire. Et donc il y a eu des stratégies numériques qui ont été faites depuis 20 ans, 30 ans. Et on est parti un peu tambour battant, sans se poser trop de questions. Hein. Je reboucle ce que je disais un peu au début. Et les collectivités ont participé à ça, la dématérialisation et le numérique, on y va. C'est bien. Maintenant, comment on fait pour sortir de cette torpeur-là et se dire wow, alors qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on fait, quels sont nos besoins et comment on fait pour continuer peut-être en changeant de logiciel. Donc voilà, je voudrais laisser la parole à 5 personnes. Je regarde un petit peu Marie-Ève parce que c'est elle qui m'a soufflé la question. Déjà, j'avais oublié un autre élément. Voilà. Le fait qu'on ait des publics captifs en région, donc en l'occurrence les lycéens et les étudiants, puisqu'on finance ces publics-là, on a également une logique de les sensibiliser, parce qu'effectivement on parle de reconditionnement, mais ces futurs citoyens seront ceux qui vont utiliser ces outils-là. Donc on a un vrai enjeu
de sensibilisation sur le sujet. Donc, je reviens sur mon histoire, sur votre question. C'est vrai que moi, j'ai commencé le numérique en 2001. J'étais chargée de mission au SGAR. Et pendant longtemps, on a vendu aux élus le fait qu'il fallait mettre du numérique partout, déployer l'ADSL, le THD, il fallait tout dématérialiser. Et ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est de venir leur dire, en fait, on change le récit. Et maintenant, il va falloir en faire beaucoup moins. Donc, je pense qu'il faut être assez humble et il faut vraiment accompagner les élus, les territoires sur ces sujets-là, parce que c'est pas simple, parce que on continue à dire on va décommissionner, enfin, on change complètement en fait le récit. Et en fait, on peut se poser la question de savoir où on va. Et je pense qu'il faut être assez humble et se dire bon voilà, on apprend en marchant. Et puis c'est une belle aventure, donc. Merci. Il y a d'autres personnes qui voulaient réagir. Oui, mais je voulais juste réagir sur la question de la sensibilisation et notamment des plus jeunes. Je pense que c'est un vrai enjeu. Donc, petit message aux conseils départementaux et régionaux. Vous gérez les collèges, les lycées. J'ai parlé d'un cas très perso, mais ma fille vient de rentrer au lycée. Elle va avoir un ordinateur neuf. C'est 15 ans d'éducation à lui donner du matériel reconditionné sur lequel il va falloir que je lutte maintenant pour montrer que c'était pas nécessaire forcément d'avoir un ordinateur neuf avec un très faible indice de réparabilité. En fait, j'y reviens pas dessus, mais qu'en tout cas, sans pourvoir forcément tous les lycéens de France, mais au moins on pourrait créer des expérimentations qui permettraient de montrer aux lycéens qu'on peut être aussi vertueux avec du matériel aussi de qualité et fonctionnel, etc., pour pouvoir poursuivre ses études. Après, je voulais rebondir sur le sujet des territoires, on va dire, ils sont un peu plus ruraux et sur lesquels il y a peut-être moins de sources. Moi, je pense qu'il y a quand même une solution. Je ne connais pas un territoire qui n'a pas de mairie, qui n'a pas de conseil départemental, qui n'a pas de préfecture, qui n'a pas de sous-préfecture. Donc, je pense que les sources, elles y sont déjà. Le maillage territorial national, il est complet pour obtenir les 2 millions de PC. Mais il en va aussi de la volonté de l'ensemble des élus de vouloir faire que ce sujet aboutisse. En tout cas, voilà, sur tous les territoires, il y a des solutions aujourd'hui pour capter du matériel. Merci beaucoup à tous les quatre. Je vais proposer de donner la parole au public pour poser des questions. Bonjour, Benoît Chabrier, donc je suis chargé de mission en SGAR Occitanie. Donc du coup, je représente le gouvernement et le préfet de région. Non, pour revenir sur ce que disait Envoi sur les politiques publiques, c'est vrai qu'on n'a pas forcément le réflexe de dire on va mettre en place une politique publique et prendre du matos reconditionné. Nous, on l'a fait avec la NCT en 2022 sur un appel à projet pour équiper les lieux d'inclusion numérique où on a acheté, je crois, 400 000 euros on a financé à 80% 400 000 euros de PC reconditionnés, donc pas mal, je pense, ça Envoi d'ailleurs. Ça a dû vous faire pas mal de commandes. Voilà, on l'a fait, l'ANCT l'a fait, il y a eu un cahier des charges d'ailleurs, parce qu'on avait vraiment une logique de trouver des entreprises qui vendaient au plus local, donc pas back market, désolé, pour l'Aquitaine. Peut-être s'ils étaient basés à Toulouse, on aurait fait différemment. Mais voilà, donc, en tout cas, c'est possible, il y a eu ce travail qui a été fait, on est prêt d'ailleurs à travailler et à le partager à d'autres structures. Ensuite, sur l'action du gouvernement, d'abord, on a eu une action réglementaire, puisqu'il y a eu la loi Rennes quand même qui fait bouger les choses, même si... Voilà, il faut que les collectivités s'en saisissent, que les entreprises s'en saisissent. Ensuite, on a, au-delà de l'aspect réglementaire, on a tout un aspect accompagnement avec France 2030. Donc, on a un appel à projet Econum qui se clôture le 31 mai 2024, qui est justement fait pour favoriser. Donc, c'est l'ADEME qui est l'opérateur du gouvernement sur cet appel à projet. Donc, c'est favoriser la filière du numérique éco-responsable. Et puis, on a France Numérique Ensemble, dont on a parlé, on voit les marches, c'est tout à fait ça. Donc où on est en train de mettre en place une gouvernance dans chaque département. Il y a une gouvernance préfet de département avec en général le président du conseil départemental et puis diverses structures. Le SICOVAL pour la Garonne évidemment. Avec cet objectif de 2 millions, c'est vrai qu'on n'a pas encore, le moyen d'atteindre cet objectif de 2 millions. Il est inscrit dans la stratégie. Les 50 000 euros par département, c'est plutôt pour aider justement à mettre en place la gouvernance, à mettre en place l'ingénierie pour qu'au niveau départemental, ils arrivent à mettre en place cette feuille de route départementale. On n'a pas que 40 000 euros ou 50 000 euros par département. En fait, sur l'inclusion numérique, on finance des conseillers numériques un peu partout. Ici, on en finance 60 dans la Haute-Garonne. Ça représente 2 millions d'euros de l'État. Donc, voilà, et puis, voilà, donc on a 2 millions plus un conseiller coordonnateur. Et non, pour finir, sur cette stratégie, on a aussi peut-être un levier intéressant, c'est qu'on a 25 000 lieux qui vont être labellisés.
dans la stratégie. Donc ça aussi, on ne sait pas encore comment ça va être mis en place, mais peut-être que dans les lieux labellisés, dans l'appel le cahier des charges plutôt du label, peut-être on pourra mettre des choses sur le numérique responsable. Donc il faudra peut-être avoir ça en tête. Et je le dis à ceux qui participent aux instances nationales de France Numérique Ensemble, c'est des choses à avoir en tête. C'était pas une question, pardon. Ouais, mais juste pour préciser, quand je parlais des 40 000 euros, 50 000 euros par département, j'ai bien compris, mais du coup, c'est effectivement que cet objectif de 2 millions, il est affiché pour 2027, et que, voilà, c'était plus pour illustrer le fait qu'on ne va pas attendre justement d'avoir ces financements, peut-être qu'ils tomberont un jour ou pas, mais on ne va pas attendre d'avoir ces financements pour faire quelque chose, et donc c'est la proposition qu'on a avec l'ADEME via l'appel à commun. Et d'ailleurs, ça, c'est même plutôt ce qu'on a déposé pour Econum. Bon, on n'a pas détaillé, mais on a un dossier qui est en cours chez Econum, justement, pour venir outiller les filières régionales. Voilà. Merci beaucoup. On a une deuxième question. Ouais. Je vous écoute. Moi, je suis Thibault Lagache. Je suis chargé de mission aménagement et usage numérique pour le département du Lot. Donc, je voulais confirmer qu'on a du matériel dans le Lot. Il y a notamment le département. On a tellement de matériel qu'on ne sait pas quoi en faire. C'est stocké dans une ancienne grange qui est remplie de PC. Et il y a aussi on a moins d'acteurs économiques dans le Lot, mais il y en a quelques-uns sous le secteur de Figeac, notamment qui s'interrogent par rapport aussi au matériel qu'ils ont. Donc il y en a du côté des collectivités, il y en a du côté des entreprises. Nous, on a du matériel, on a identifié aussi qu'il y a du besoin via nos conseillers numériques qui ont identifié des personnes qui n'étaient pas équipées. Nous, ce qu'on n'a pas dans le Lot, et là on n'est pas tous à égalité à l'échelle de la région Occitanie, c'est qu'on n'a pas de reconditionneur. Donc on a juste une recyclerie qui a reconditionné quelques PC qu'elle a distribués à des personnes pas équipées. Mais voilà, ma question, c'est comment on peut favoriser l'émergence de reconditionneurs dans les départements ruraux. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir des antennes des opérateurs qui sont plus dans les agglomérations et qui pourraient s'implanter dans nos territoires ruraux où il n'y a vraiment personne pour reconditionner? Qui veut prendre les questions? À Toulouse, on n'est pas loin, hein. Enfin 1 heure de route, on est chez vous. Donc il n'y a pas de souci. Après, s'implanter, tout peut être envisagé. Pourquoi on n'est pas effectivement implanté dans les zones rurales? Parce que effectivement, les flux d'approvisionnement ne sont pas suffisants. À nouveau, côté envoi, moi, si je recrute quelqu'un, j'ai besoin de le payer tous les mois. Donc il faut que j'ai des flux pérennes pour pouvoir monter un modèle économique pérenne derrière. Donc une fois qu'on aura vidé la grange, est-ce que derrière, il y a une garantie de flux et un engagement derrière pour pouvoir créer un emploi pérenne? Ça, c'est la question qui peut se poser. Mais dans l'immédiateté, 1 heure de route, on est chez vous. Et après, un projet comme Court-Circuit qui du coup va aller former des structures de proximité sur ces premières réponses en fait pour reconditionner ou même aider les particuliers. Alors on sera sur du premier niveau, les premières étapes du diagnostic et des très petites réparations, et après vraiment orienté vers des structures dont c'est le cœur de métier. Mais en fait, ça peut venir apporter des réponses sur des territoires éloignés pour déjà un premier volume de matériel et pour débusquer aussi des gisements très cachés, des granges, des greniers. et ensuite accompagner aussi vers des solutions qui existent déjà, qui sont à peine plus loin. Voilà. Ok, merci beaucoup. Effectivement, ce qu'on disait tout à l'heure, la formation, la montée en compétences dans les territoires pour se réapproprier ce numérique-là et savoir faire des choses, c'est fondamental. Merci beaucoup à nos 4 intervenants et je pense qu'on peut les applaudir. Hein. Merci.